face au challenge de notre société, l'une des meilleures réponses demeure la compassion et la solidarité. Un exercice dans lequel excelle depuis quelques années notre invité. Son cas est parlant et exemplaire. Bonjour et bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. À présent, notre témoin, son profil est étudié par Marie-Ange Emiem et rapporté pour nous par Nafi Touré. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un homme d'une grande générosité portée par l'action humanitaire. Dr Daléonce Bruno est né le 29 juillet 1965 à Bondoukou. Marié et père de 2 enfants, Dr Daléonce poursuit des études de médecine et de pharmacie après avoir obtenu son baccalauréat série C au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Ouagadougou en 1984. Il est aujourd'hui le président de l'Ordre régional Sud 2 des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Également élu au poste de président national de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire depuis le 14 novembre 2019, Dr Da a cependant été en 2015 le premier vice-président de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire en charge du patrimoine, de l'action juridique. Notre invité pose des actions désintéressées, celle de venir au secours des victimes, ce qui fait de lui un humanitaire. Recevons Dr Daléonce sur le plateau de C'est Midi. Bonjour Jessica Ramba. En bonne énergie et bonne santé aussi? Toujours. D'accord, ça rassure. Notre invité vous rejoint juste à côté. Bonjour. Bonjour, Dr Nda. Oui. Voilà. Installez-vous. Et pendant ce temps-là, je salue très rapidement notre cher Branger. Bonjour. Bonjour, M. Jean-Michel. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez posé un acte de solidarité ou de charité? Oui, c'était le mois de décembre pour les fêtes de Noël. Voilà, à tous les enfants dans un milieu, on va dire, défavorisé. Okay. Voilà. J'ai voulu leur faire plaisir. Mais maintenant, c'est moi qui recherche les dons. Voilà. Quand ça allait, maintenant, ça va plus. C'est sympa, ça. Et à côté de vous, il y a un autre docteur. Sa spécialité, j'en sais pas trop, mais je crois que je vois des feuilles ou des racines. Oui, et là, mais docteur, en même temps, Axel Robinson, vous ne le savez pas. Et puis, bonjour, docteur Axel. J'ai toujours, oui, je vous en prie. Ça sonne le corona, ça? Oui, c'est ça, monsieur. Nous sommes au travail. Nous sommes au travail. Alors, je vais dire qu'également, quand vous parlez du dernier acte qu'il a posé, moi j'en pose tout le temps, je pose des actes tout le temps. Vous rendez service à la société, non seulement ivoirienne, mais aussi à l'État même de Côte d'Ivoire. À l'État de Côte d'Ivoire, Axel Robinson, propriétaire de 10 immeubles à Abidjan. J'ai même payé les fonctionnaires de ce pays quand l'État avait des difficultés pendant 10 ans. Et cela n'a rien entravé nullement en aucun moment. Et lorsque vous êtes réveillé après tout ça, où vous trouviez-vous? Non, mais on est dans l'humanité. Et quand il me demande ce qu'il y a dans cette bouteille, moi je pense que si aujourd'hui Madagascar donne de la voix, mais un jour la Côte d'Ivoire aussi donnera de la voix. Nous sommes au travail. Je ne me demande pas ce qu'il y a là-dedans, mais nous sommes au travail, nous les chercheurs, les docteurs ivoiriens, nous sommes au travail. D'accord, cher docteur. Le thème de ce jour, mesdames et messieurs, c'est le don de soi a fait de moi un humanitaire. Nous sommes en compagnie du docteur Daléonce. Et avant d'échanger avec lui, j'ai même envie de lui poser tout de suite une question, docteur, avec toutes ces activités que vous cumulez au quotidien. Combien d'heures de travail vous avez par jour? Merci beaucoup. Je dis merci déjà de me permettre d'être sur ce plateau, d'échanger, de pouvoir parler de mon histoire. Écoutez, pour nous, c'est un plaisir chaque fois renouvelé avec nos invités. Merci. Combien d'heures de travail j'ai par jour? J'avoue que je ne compte pas. Je me lève le matin, je vaque à différentes occupations en fonction des obligations qui me happent ici et là. On va dire que vous ne vous économisez pas, tout ça fait partie de cette culture du don de soi que vous avez maintenant. Non, je ne m'économise pas. Je ne m'économise pas du tout. D'accord. On le fait également avec nos chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, une question pour vous. Un mot à l'endroit des structures humanitaires. C'était bien la formulation de la question pour tous ceux qui regardent cette émission, bien sûr, quelque part dans une rue d'Abidjan ou d'ailleurs. Le thème du jour, selon Dr Philo. C'est le don de soi, tout ça là. Vous lancez un truc et puis c'est bon. Au fait, je vois tellement la technique est tellement, voit tellement mes prouesses. Donc, la technique se dit, il faut que ce monsieur parle d'abord. C'est le don de soi. Il faut que ce monsieur parle. Merci à la technique. Il dit que ce monsieur, quand il ne maîtrise même pas le nombre d'heures de travail par jour, ça veut dire qu'il donne de lui-même. Moi, je dis que rien ne se perd. Le don de soi, c'est donner ce qu'on a. On n'a pas dit de couper une partie de ton corps pour donner à qui que ce soit. Là, ce sera trafic d'organes humains. Mais le don de soi, c'est donner ce qu'on a. Même si tu n'as rien, donner la joie, la gaieté à quelqu'un, le sourire à quelqu'un, c'est le don de soi. Et puis, il faut le donner avec bon cœur. Regardez, quand tu donnes avec bon cœur, quand tu donnes avec foi, même quand tu n'as rien, regardez le misère de ce monsieur. C'est le soleil, c'est propre. Regardez Adjamé, les Mounousi qui sont là, qui sont prêts à voler bagaille des gens. Regardez, le visage est sale. Regardez comment je suis propre. Regardez comment je suis. Vous voyez aujourd'hui, c'est différent des autres jours. Vous passez souvent à Adjamé?
Moi, bon, de temps en temps, quand mon chauffeur, quand il y a les embouteillages, mon chauffeur, je vais dire, voilà. Je veux dire, quand vous donnez, l'homme, c'est-à-dire la valeur de l'homme même, c'est sa capacité de donner, sans rien entendre en retour. Voilà, et ça vous rattrape. Si vous avez, voilà ce monsieur qui est là aujourd'hui, il a tellement son don de soi, son vrai don de soi, c'est dans la nuit. Oui, il a tout fait dans la nuit, mais aujourd'hui, ça le rattrape aujourd'hui. Il est dans la nuit, il est dans la pénombre aujourd'hui, tout est fermé. Donc, vous voyez, donc ça rattrape toujours. Quand vous posez des bons actes, regardez les images de ces enfants-là. Quand vous donnez ces enfants, vous donnez la joie, le sourire à ces enfants. Bon, même si les images ne sont pas là, mais je dirais que quand vous voyez ces enfants-là, mais attends, quand vous donnez avec bon cœur, ils sauvent cela. Vous voyez un peu, ces enfants-là, généralement, nous, quelqu'un qui n'a pas de cœur, quand il voit ce genre d'image, il fait « Ouh, Seigneur, il faut enlever ça devant moi. » Non, 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 mais ce monsieur, quand il voit ça, il a envie d'aller vers cet enfant. Il a envie d'aller porter soutien à cet enfant. Et c'est ce qui est le plus important. Moi, je dis que rien ne se paie, il faut avoir bon cœur. Si il y a certains communicateurs, on dit même eux-mêmes, quand ils te payent avec la main gauche. Je n'ai pas encore de preuves. Mais ça, c'est pas don de soi. Ils te payent avec la main gauche. Ça, c'est rien, ça. Voyez un peu, je n'accuse personne, mais dis que quand tu donnes, il faut donner avec bon cœur. C'est le plus important. Et ça vous rattrape toujours. Rien ne se perd. Merci, docteur. J'en ai fini, à vous le crachoir. Merci, docteur. Allez, votre mot maintenant, mesdames et messieurs, à l'endroit des structures humanitaires. Chris Paternassemian, c'est votre opinion. À travers la télévision, la RTI1, on a vu des sociétés qui ont fait des dons d'ambulance, des structures d'ONG aussi qui ont fait des dons. Nous les remercions véritablement. Qu'ils continuent d'aider le corps médical à faire véritablement éradiquer cette pandémie en Côte d'Ivoire. Un humaniste, c'est penser à l'autre avant de penser à soi, c'est penser à aider les autres d'abord, voir si les autres sont dans de bonnes conditions, tout ce qu'on peut faire pour les aider. Parfois, peut-être donc eux-mêmes, ils ont vécu des situations où quelqu'un leur a apporté de l'aide. Donc en reconnaissance, ils se disent qu'il faut apporter de l'aide aussi à d'autres personnes, même s'il n'y a pas de retour. C'est le moment de montrer quelles sont les forces de ces structures-là. Et les personnes vulnérables ont plus besoin, les couches vulnérables ont plus besoin actuellement même de ces personnes-là. Et ces ONG doivent sortir la tête haute pour pouvoir faire face à ces personnes. Et voilà, c'était une question posée à dessein, puisque vous êtes, cher invité, depuis 2009, entré à la Croix-Rouge. Je rappelle que vous êtes aussi titulaire d'une officine de pharmacie privée depuis 22 ans maintenant. Votre entrée dans cette institution s'est faite de manière assez particulière. Oui, c'est vrai que l'entrée s'est faite de façon particulière. Au départ, on était dans un regroupement de familles. On va dire qu'un frère est passé me dire bonjour. Et puis, il était accompagné d'un de ses amis, quelqu'un que je ne connaissais pas. Et dans la discussion, l'ami s'est rendu compte que j'ai mes intérêts dans une commune qui peut leur convenir en termes de restructuration, en termes d'organisation. Il m'a demandé si la Croix-Rouge m'intéressait. Je lui ai dit non, je ne connais pas la Croix-Rouge, je ne peux pas dire si la Croix-Rouge m'intéresse ou pas, mais non, je ne sais pas. Il m'a dit, est-ce que je l'autorise à donner mon contact à quelqu'un qui va m'appeler? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Alors, une semaine après, une dame m'appelle. À en juger au timbre de sa voix, c'est une dame d'un âge certain. Et donc, je l'écoutais et j'ai constaté que, apparemment, la dame connaissait un peu mon environnement, citait quelques personnes de mon entourage, les citait facilement. Et donc, de ce fait-là, j'étais relativement gêné du fait de son âge d'une part et du fait de la connaissance qu'elle avait de ces personnes qui m'entouraient. J'étais gêné de lui dire non. J'avoue que c'est plus par politesse que j'ai accepté la proposition qu'elle me faisait de venir à la Croix-Rouge. Je l'ai fait plus par politesse que par conviction. Seulement, quand j'ai pris rendez-vous avec elle, que je suis allé, je l'ai vue elle-même. Sa façon de présenter la chose m'a convaincu d'une part. Et d'autre part, je suis allé encore une fois sans conviction particulière. Je me suis documenté pour savoir ce que l'institution attendait de moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai constaté que c'était du moi tout craché. C'était ce que... Alors, quand vous dites que c'était du moi tout craché? Oui.
du moi tout craché, c'est-à-dire ce que la Croix-Rouge fait et ce que la Croix-Rouge attend des gens, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai toujours voulu apporter autour de moi. Certainement. Et donc ça nous permet de parler des missions de la Croix-Rouge. Bon, on va prendre en Côte d'Ivoire, quelles sont les missions de la Croix-Rouge sur le terrain, quelles sont les actions posées par cette institution? Alors, en termes de mission, d'une façon générale, il faut savoir que la mission principale, c'est prévenir et alléger la souffrance humaine en tout temps, tout lieu, sans aucune forme de discrimination quelconque. Alors là, déjà, c'est la mission principale de la Croix-Rouge, sauvegarder la santé et la vie, aider à la préservation de la dignité humaine. Alors, fort de ça, sur le terrain, la Croix-Rouge pose un certain nombre d'actions. En Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Et donc, sur le terrain, la Croix-Rouge porte assistance aux personnes vulnérables dans différents domaines d'activité, santé communautaire, eau, hygiène, assainissement, éducation, que sais-je encore, j'en passe. Alors, de façon pratique, hein, parce que c'est vrai qu'on entend parler de cette organisation depuis très longtemps, mais de façon pratique, on ne sait pas justement à quoi sert. Enfin, vous avez expliqué, mais concrètement, qu'est-ce que la Croix-Rouge fait? Un exemple, par exemple, pour des personnes qui regardent et qui n'ont aucune idée des missions réelles de la Croix-Rouge. Un exemple. Dernièrement, dans la région de Dimokro, nous avions en charge la réduction des affections respiratoires aiguës, axées principalement sur la pneumonie des enfants de 0 à 5 ans. D'une façon générale, il faut savoir que en termes de petite enfance, on considère ce qu'on appelle les 2000 premiers jours, c'est-à-dire de la conception de l'enfant, on va dire du fœtus, jusqu'au 2000e jour, c'est-à-dire un peu avant le 5e anniversaire. Alors donc à Dimokro, il s'agissait de cibler notamment dans un certain nombre de villages de la région de Dimokro des enfants qui pouvaient être, qui étaient susceptibles donc d'être affectés du point de vue respiratoire, notamment, comme j'ai dit, l'affection respiratoire ciblée était donc la pneumonie. Un ciblage a été fait sur un certain nombre de villages. Il y en avait 28 à l'origine, mais à la pratique, 25 villages qui ont été réellement visités. Dans ces 25 villages-là, justement, il y a eu une sélection assez rigoureuse des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des enfants à bas âge, avec leur mode de vie. Dans beaucoup de villages, dans le cadre justement de l'hygiène hydrique, nous nous étions rendus compte qu'il y avait une pratique de défécation à l'air libre, toute chose qu'il fallait réduire en sensibilisant ces populations-là sur la nécessité de l'arrêt de la défécation à l'air libre afin d'éviter donc toutes les maladies collatérales, type les maladies hydriques. Parce que naturellement, déféquer à l'air libre, non seulement il y a l'effet du ruissellement vers les sources d'eau que les villageois utilisent, il y a également l'effet de stagnation des eaux de toilettes. En tout cas, des problèmes nombreux dont vous êtes bien conscient et vous l'avez dit, qui sont en harmonie avec votre fibre personnelle, cette fibre dynamique qui vous d'élan vers l'autre. Vous l'avez commencé bien avant d'entrer à la Croix-Rouge, ce sens de la générosité. Parlons-en un peu, puisque déjà depuis vos années, je ne sais pas s'il faut dire d'assistanat en pharmacie, vous aviez la main généreuse. Oui, c'est vrai que il y a eu de nombreux, je ne dirais pas témoignages, mais de nombreux exemples. Je me souviens, au début, en 1994, c'était le début de la vulgarisation des médicaments génériques. J'étais assistant, pharmacien assistant dans une officine au plateau. Et un monsieur est venu avec une ordonnance d'un montant qui dépassait justement sa bourse. Et il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour lui, comme on dit. Bon, vu que l'avènement des génériques commençait, ça a été donc un plaisir pour moi de remplacer la plupart des médicaments prescrits par des génériques, au demeurant utiliser des plaquettes déconditionnées, pour alléger la facture. Pour alléger la facture, toute chose qui nous a permis de passer de presque 30 000 francs à 8 000 quelque chose. Alors, dans mon élan
générosité, vu que c'est une pharmacie dans laquelle on était débordé à l'époque. J'ai fini de lister les médicaments, j'ai même servi les médicaments. Et comme j'étais sollicité par ailleurs, de ma poche, je lui ai donné 10 000 francs en lui demandant d'aller à la caisse. J'ai donc déposé le panier à la caisse et que le processus devait suivre. Et ça, c'est une habitude que vous aviez régulièrement. Vous aidiez souvent des clients comme ça de la pharmacie qui n'avaient pas les moyens de faire chaque face à fois que je pouvais. Naturellement, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, c'est fonction de mes moyens. Je ne prétends pas en avoir au point où je puisse en donner des milliers chaque jour. Mais je veux dire que c'était fonction de la sensibilité, c'était fonction, j'allais dire, de la pertinence du problème qui se posait. Et qu'est-ce qui vous motive à faire autant de bien aux gens selon justement votre fibre, votre âme? Une motivation, je ne sais pas s'il y a une motivation particulière, je dis que simplement il y a une sensibilité. Cela dit, dans la société actuelle, cette sensibilité peut parfois être assimilée à de la naïveté. Cette sensibilité peut parfois être assimilée à tout autre qualificatif qu'on pourrait donner à quelqu'un qui assez facilement veut aider les autres. Et puis bon, malheureusement, dans le cas que je m'apprêtais à terminer, j'ai été victime d'un abus de confiance. Parce que, pour terminer là-dessus, j'ai donc déposé les médicaments dans un panier à la caisse et puis bon, je vaquais à autre chose. J'ai été surpris quelque temps après de trouver le panier d'un autre côté. La caissière avait mis le panier de côté, encore rempli de médicaments. Donc, je lui ai demandé, mais le monsieur en jaune qui était là tout à l'heure, ces médicaments, qu'est-ce qu'il en est? La caissière me répond calmement, il dit qu'il n'a pas assez d'argent, il va, il revient. Alors, vous lui avez donné... je lui ai donné 10 000 francs. L'ordonnance rattrapée avec les médicaments génériques faisait autour de moins de 10 000 francs. Et donc, bon, j'ai compris que... Voilà, il avait certainement besoin d'argent. Des situations de ce genre, il y en a eu, mais également des situations où j'ai eu plutôt un bon retour. Il y en a eu également. D'accord. Parlons de bon retour, on va en faire un ici, juste après la pub. Mesdames et messieurs, tout de suite sur RTI en compagnie de notre cher docteur. Allez, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre toujours sur C'est Midi. RT1, bien sûr. Nous sommes en direct en compagnie de notre invité, le docteur Da Léonce, qui est entré à la Croix-Rouge en 2009. Vous étiez à l'époque président intérimaire de la section Trècheville. Vous avez progressé toutes ces années-là jusqu'à vous retrouver aujourd'hui, depuis 2019, président national de la Croix-Rouge. Avec quelles ressources la Croix-Rouge travaille-t-elle aujourd'hui? Qui finance cette institution? La Croix-Rouge bénéficie de subventions de l'État et surtout bénéficie donc de conventions avec différents partenaires qu'on appelle les partenaires au mouvement, les sociétés nationales partenaires. C'est des sociétés nationales, comme je l'ai dit, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire est une société nationale Croix-Rouge Côte d'Ivoire et notre principal, on va dire, soutien est aujourd'hui la Croix-Rouge néerlandaise, la Hollande, qui contribue à 23% de nos charges. Il y a l'État de Côte d'Ivoire, il y a également le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, et puis la Fédération internationale des sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, différents partenaires. OK. Alors aujourd'hui, la Croix-Rouge, c'est quasiment plus de 12 000 bénévoles en Côte d'Ivoire. Oui, théoriquement, nous sommes autour de 12 800 volontaires en Côte d'Ivoire. À la pratique, il y a un peu plus de 3 000 volontaires qui sont très actifs sur le terrain. Nous revendiquons 85 branches locales à travers le territoire ivoirien. D'accord. Alors, quand on est bénévole ou on est volontaire, normalement, on ne perçoit rien du tout. Et c'est bien votre cas, vous aussi, vous êtes, malgré vos fonctions... Oui, je suis bénévole, je suis volontaire. La définition du volontariat, c'est celui qui donne de son temps libre pour porter une action au bénéfice des personnes vulnérables sans attendre en contrepartie une rémunération de quelque nature que ce soit. Donc vous n'avez aucun salaire à ce jour? Je n'ai pas de salaire en tant que président national de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Vous avez des avantages tout de même? Oui, bien sûr. Cela dit, il y a quelques avantages liés au poste de président, notamment de la représentativité, de la facilitation d'action. Et si l'État, par exemple, arrive à dire « Ah, monsieur, vraiment, vous travaillez bien, nous, on vous donne tant par mois. Est-ce que vous allez prendre ou bien vous allez laisser? Vous allez continuer toujours dans le volontariat? Je continue dans le volontariat.
C'est vrai que j'ai la chance d'être déjà actif professionnellement avant d'arriver à la Croix-Rouge. Et donc, ça sera toujours un gain supplémentaire et on continuera l'action volontaire. J'ai une question aussi pour vous. J'aimerais savoir qu'est-ce que la Croix-Rouge apporte comme lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils font comme action? Alors, il faut retenir que... L'essentiel. Oui, dans le cas du Covid, la Croix-Rouge a été appelée à assister le ministère de la Santé, qui est notre ministère de tutelle, et a donc été cooptée dans la cellule communication et sensibilisation. Donc, nos actions portent principalement sur la sensibilisation. À travers nos 85 branches locales, nous agissons sur l'étendue du territoire dans le cadre de la sensibilisation. Alors justement, ce que je veux comprendre, c'est que la Croix-Rouge, essentiellement, est portée que sur la sensibilisation. Est-ce qu'elle apporte des soins, la Croix-Rouge? Non, la Croix-Rouge n'apporte pas des soins. La Croix-Rouge, c'est vrai, a en son sein des médecins, des personnes donc, de différentes strates de la société, mais dans le cas d'espèce, non. L'aspect sanitaire n'est pas dans le cahier de charge de la Croix-Rouge. J'imagine que quand vous êtes dans votre pharmacie, que vous aidez une ou deux, trois personnes, que vous décidez de mener des actions quand vous le voulez, ça n'a rien à voir quand aujourd'hui vous vous retrouvez à la tête d'une organisation qui est comme la Croix-Rouge. Aujourd'hui, vous avez une masse de travail qui est plutôt, je pense, conséquente, et c'est du bénévolat, donc du volontariat. Comment est-ce que vous arrivez justement à gérer vos activités annexes et cette responsabilité de la Croix-Rouge? Oui, c'est simplement une question de répartition de temps. Il faut dire que je suis président. J'ai 3 vice-présidents comme soutien. J'ai également un secrétaire général, une organisation justement administrative qui permet une bonne répartition de tâches. En tant que manager, je n'ai pas la main à la pâte au quotidien, mais je veille à ce que tout puisse se passer. Nous avons en matière de management un adage que j'aime, une expression que j'aime bien. Le chef ne fait rien, le chef fait tout faire, mais le chef ne fait rien, le chef fait tout faire, mais le chef ne laisse jamais rien faire sans faire. C'est-à-dire que le chef n'a pas la main à la pâte, mais il est à l'alpha et à l'oméga. On va dire que faire, c'est le mot vedette de cet entretien avec vous, l'action. Voilà. Comment est-ce que la Croix-Rouge vous a permis d'amplifier votre don de soi? Alors, comment ça m'a permis d'amplifier mon don, le don de moi-même? Je me suis rendu compte que chaque action sur le terrain contribuait à apporter le sourire à des personnes qui, à la limite, avaient l'impression que le dernier train de l'espoir était parti sans eux. Et ce sont des choses qui, lorsque c'est mené, lorsque nous nous trouvons sur le terrain et que, au final, nous avons des personnes qui, au départ, avaient une mine relativement confise, qui, au final, viennent vers nous avec un certain sourire, nous sommes heureux. Lorsque nous passons dans un véhicule Croix-Rouge et que des gens nous arrêtent, pas parce qu'ils veulent nous demander quelque chose, mais parce qu'ils veulent porter le témoignage de ce que quelqu'un de la Croix-Rouge aurait fait pour eux il y a quelque temps, ça donne du beau cœur. Il y a quelques mois, je pense quelques mois, ça devait remonter à l'année dernière, j'ai pu voir la Croix-Rouge à des concerts musicaux en Côte d'Ivoire, des concerts de stars et tout ça. C'est quoi votre rôle pendant ces concerts-là? Alors, notre rôle pendant ces concerts, tout ce qui est événementiel, c'est la couverture médicale. Dans le cas d'espèce, il faut comprendre que dans une couverture médicale, il y a plusieurs étapes. Nous, volontaires Croix-Rouge, allons dans le public, vers le public, pour détecter donc ceux qui ont éventuellement un malaise, les ramenons vers ce que nous appelons notre QG. Nous avons des médecins sur place qui font donc le premier examen. Et puis, si c'est nécessaire, ils sont donc évacués. Dans les grands concerts, vous verrez que vous avez et la Croix-Rouge, et le SAMU, et le GSPM. Et donc, il y a d'énormes avantages également parce que vous assistez au concert sans payer. Ils sont nombreux comme ça. Oui. Nous n'y assistons pas parce que le plus souvent, nous passons le concert dans l'arrière et sans véritablement y assister. Bien sûr, il y a quelques personnes qui bénéficient de l'avantage d'être sur le terrain puisque ce sont elles qui doivent aller au contact des vulnérables éventuels. Et donc,
c'est l'avantage du métier. Au-delà je veux dire, de la noblesse des actions que la Croix-Rouge vous permet de poser sur le terrain, est-ce que vous avez, étant là au contact des populations, au contact des cas et des situations, vous continuez de mettre la main à la poche pour répondre à certains cas? Oui, quelquefois. Mais il faut comprendre qu'il y a de nombreuses situations où nous sommes relativement impuissants. S'il s'agit de mettre la main à la poche pour donner de l'eau à un groupe de personnes qui reviennent du champ ou quelques personnes qui sont accidentées, les aider pour les premiers soins, oui, là c'est possible. Nous avons l'avantage d'avoir en permanence dans nos véhicules une trousse de secours qui nous permet justement de porter le premier secours. Mais quelquefois, nous sommes limités par nos moyens et sommes obligés peut-être de recourir, on va dire, à qui de droit. Ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il est déjà arrivé justement que la Croix-Rouge soit à court de moyens financiers, oui, de donations? Il est arrivé que la Croix-Rouge soit à court de moyens financiers. Ça arrive malheureusement assez régulièrement, des situations où nous sommes limités par nos capacités lors de certaines interventions. Nous sommes obligés, naturellement, la victime qui est en détresse ne sera pas heureuse de savoir que le premier secouriste qui est accouru à son chevet n'est pas capable de l'emmener jusqu'au bout. Et donc, nous sommes obligés très souvent de battre en retraite et puis d'appeler éventuellement d'autres personnes en renfort. Quelles sont les actions humanitaires dont vous avez été le plus fier depuis votre accession depuis votre entrée à la Croix-Rouge? Le plus fier, je risque d'être sélectif. Vous citez deux. Je voudrais plutôt citer quelques actions qui ont été bénéfiques à certaines populations. Lorsque dans une zone de l'Ouest, en pleine nuit, un incendie s'est déclaré et on a dû, la branche locale voisine a dû donc accourir et assez vite le siège a alerté les autorités préfectorales afin qu'un secours puisse être organisé et que d'autres populations également menées par la Croix-Rouge ont pu sortir les personnes des brasiers. Là, vraiment, on en a été fiers. On a eu la chance, en pareille circonstance, de ne déplorer aucune victime. D'accord. Alors, le bénévolat, ça serait peut-être l'une des questions de fin. Est-ce que le bénévolat devrait devenir une pratique pour tous les Ivoiriens? À quoi vous nous encouragez, finalement, avec cette belle histoire personnelle que vous avez? Un message à tous. Je souhaite que le bénévolat devienne une pratique pour beaucoup d'Ivoiriens. Il faut voir en cette action le gain qu'on apporte aux autres. La satisfaction de donner le sourire à quelqu'un d'autre. On a tendance à dire que tout travail mérite salaire, mais le salaire n'est pas forcément pécunier, le salaire n'est pas numéraire. Le salaire, c'est la satisfaction de l'action menée, la satisfaction justement d'avoir aidé quelqu'un à être épanoui dans sa vie. D'avoir rendu le monde un peu meilleur ou mieux que l'état dans lequel nous l'avons trouvé. Merci beaucoup Alexandre Branger. On va revenir, mesdames et messieurs, après une belle petite page publicitaire pour la seconde partie de cette émission où on va discuter, forcément, vous le savez, c'est l'actualité de l'instant brûlante, Covid-19. D'accord, et nous sommes de retour, ça se passe très vite. Allez, un petit souci avec votre micro, mais sinon la question, avant de vous dire au revoir, docteur Daléonce, va venir de Jessica Bamba. Je voudrais savoir si tout le monde peut faire un don à la Croix-Rouge. Et puis, si, par exemple, moi, aujourd'hui, je décide d'être bénévole à la Croix-Rouge, comment est-ce que je m'y prends? C'est ma question. Alors, tout le monde peut faire un don à la Croix-Rouge. Celui qui décide d'être bénévole à la Croix-Rouge contacte le comité local le plus proche en fonction donc de son centre d'intérêt. Le plus souvent, c'est le lieu d'habitation ou quelquefois, ça peut être le lieu d'activité. Le siège de la Croix-Rouge se trouve au plateau. Non loin de la grande mosquée. Et pour les dons, il faut le faire aussi directement Pour les dons, il faut le faire également directement. Ok. Merci beaucoup, docteur Daléonce, et puis bonne continuation avec ce bel exemple que vous nous donnez. On embrasse toute votre famille aussi. Et bon courage avec Merci, je dis encore une fois merci d'avoir permis que je sois sur ce plateau. Merci d'avoir permis que je puisse dire la part de mon histoire et éventuellement inviter tous ceux qui se sentent une fibre altruiste, humanitaire,
à rejoindre la Croix-Rouge afin de grandir la famille. Allez, merci beaucoup. Et la suite de cette émission, mesdames et messieurs, en compagnie du docteur Linda Caboret, docteur en pharmacie. Hein, c'est aussi l'univers de notre invité qui nous dit au revoir, le docteur Daléonce. Nous allons échanger aussi avec Paulus Agathon. Paulus. Paulus? Il est là? D'accord, déjà sur le plateau. J'avais en idée que Philo était encore seul. C'est vrai, mais Philo, c'est ton costume. C'est dingue. Allez, bonjour Paulus. Oui, bonjour JM, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je vais très bien. D'accord. Allez, avec vous, on parle toujours dans un premier temps des statistiques de l'évolution de la pandémie en Côte d'Ivoire avant d'aborder les questions émises par nos internautes. Absolument. Eh bien, Jean-Michel, si on s'en tient au dernier point émis par le ministère de la Santé, au dimanche 3 mai 2020, notre pays enregistrait 1398 personnes contaminées par le coronavirus, parmi lesquelles il faut retrancher 653 guéris et 17 décès, ce qui porte à 728 le nombre total de cas actifs en ce moment. Voilà, donc de très bonnes nouvelles tout de même. Surtout que le nombre de guérisons augmente. Ouais, de très bonnes nouvelles, mais en même temps... Ouais. La semaine dernière, je me réjouissais du fait que quand on... Docteur, là il parle encore. Docteur, je vous apporte votre micro. L'émission est presque finie, la dame va parler, répondre aux questions, là va arriver. Docteur, vous voyez, là, je suis au travail. Non, c'est... Docteur Philo n'a pas son cache-nez. Merci, docteur Paulus. Il y a trop de docteurs ici en ce moment. Franchement, on a reçu 4 docteurs aujourd'hui. Bonjour, docteur Linda Caboret. Comment allez-vous? Très, très bien. Et vous-même, docteur? Merci. Super. Allez, avec vous, on aime bien le gain de temps parce qu'il y a énormément de questions. Non, j'ai toujours la première question, si vous suivez généralement. Alors, et qu'est-ce qui non, je suis en train de travailler et nous sommes sur la voie de Madagascar. Voilà, ça c'est rien. Voilà. Docteur, je m'en vais. Faut pas vous empoisonner, pardon. Allez-y pour votre question. Parce que je vois du jaune. Non, c'est bon. Allez-y. Alors, est-ce que nos enfants, dans les cours communes, par exemple, est-ce que nos enfants peuvent jouer ensemble? Je suis très inquiète par sa bouteille. Non, c'est ça. Écoutez, si c'est une cour commune dans laquelle les mesures sont respectées, il n'y a pas de problème. Si la distanciation dans la maison... Après, c'est difficile de dire à un enfant de respecter des... Ah oui, mais même quand tu n'es pas dans une cour commune... Mais docteur, dans les cours communes, c'est difficile de respecter les enfants. Si ils jouent entre eux dans la cour commune, ils sont combien d'abord? Ils sont au moins 37. 5 par maison, et puis ils sont... C'est les mêmes toilettes. Non, mais ce que je veux dire, c'est à la maison que ça s'apprend. Comme dire pour l'école, c'est pareil. L'éducation commence à la maison. À l'intérieur de la maison, déjà, on doit le sensibiliser pour les distanciations, qu'il existe une maladie. Il y a beaucoup de choses pour apprendre. Je vous ai montré le petit test la dernière fois pour les microbes, expliquer à un enfant. On va revenir dessus. Si vous voulez, je peux aller vous rendre visite pour faire la sensibilisation là-bas. Chez nous, là-bas? Une fois que chaque maison... Oui, la nourriture d'abord. Il n'y a pas de problème. Je suis Lion. On avait la Croix-Rouge. Je suis Lion du Lions Club. On peut aller faire une action chez vous, chez Docteur Philo. D'accord. Allez, deuxième question. Enfin, une vraie question, quoi. Et là, je me rends compte que les pharmaciens, vraiment, chapeau. Oui. Puisque Docteur Daléonce, qui fait partie de l'ordre des pharmaciens, est aussi président de la Croix-Rouge. Et que moi-même, je suis du Lions Club et que nous tous, nous faisons, tous les pharmaciens font des actions. Et je trouve ça formidable. Et vous avez posé une question. Pourquoi on fait ça? Parce que je vous assure qu'on ne nous paye pas en argent, mais donner du bonheur donne du bonheur. Et après, vos problèmes deviennent secondaires. D'ailleurs, je m'en vais faire une action tout à l'heure. Ouais. Super, franchement. Je pense que vous êtes aussi et la prochaine, ça sera chez Docteur Philo. Dans la cour commune de Docteur Philo. Alors, docteur, je disais, il y a quelques semaines, on se réjouissait du fait que partout dans la ville d'Abidjan, on voyait de plus en plus de personnes porter des cache-nez. Oui. Mais la semaine dernière, ce n'est pas le constat que j'ai fait. On aurait dit que ça réduit. Je ne sais pas si c'est le nombre de guéris qui rassure les populations. Et certaines personnes à qui j'ai demandé parlent d'une réaction allergique au cache-nez. Est-ce que c'est vrai? Alors, quand
on conseille de mettre un Kleenex entre le cache-nez et la bouche, ça permet aussi de réduire ces allergies pour les asthmatiques, les personnes fragiles, parce qu'il y a une petite odeur, évidemment, qui... Et moi, je peux constater qu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup plus de cache-nez que vendredi. Ça vient. C'est un temps. Et comme vous savez que le gouvernement a reçu déjà 26,5 millions de cache-nez, oui, qu'il en a commandé 200 millions et que la Côte d'Ivoire peut en produire 8 millions par mois, je pense que quand il y aura la distribution de cache-nez, ça sera encore plus généralisé. Parce qu'il y a un monsieur qu'on a interrogé sur la RTI qui a dit « Déjà, pour manger, c'est difficile. Si je dois dépenser 300 francs pour les cache-nez, mais regardez les policiers, quand ils vous arrêtent, ils vous offrent. » Parfois plus. Oui, quand vous voulez un peu stylé. Mais des fois, j'ai vu aussi des policiers faire de la sensibilisation et offrir des cache-nez. Donc, tout le monde est en train de s'y mettre. D'accord. Alors, on va s'intéresser maintenant à la question de Ori Kamagaté. Elle demande si un porteur sain du virus, il arrive qu'il guérisse naturellement sans faire les symptômes, ou bien il va à tout prix manifester les symptômes à un moment donné. Voilà. Ça, c'est un porteur sain asymptomatique. Oui. C'est assez rare. Il y aura au moins un des symptômes qui n'est pas forcément la toux, mais qui peut être la courbature, les courbatures, la fièvre, avec ou sans fièvre. Il y a d'autres symptômes. On a de la chance d'être dans un pays où il y a énormément, on a vu les ouvertures les uns les autres des centres de dépistage gratuits. N'hésitez pas à aller vous faire dépister. Et les soins, je vous ai dit à l'étranger, c'est entre 100 000 et 300 000 le dépistage. Dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, c'est gratuit. Et la prise en charge totale du malade du corona positif, c'est gratuit. Donc pourquoi hésiter à y aller? Le cache-nez, à ce moment, on le paye à 300. Mais le soin est gratuit. Donc allez-y et ne vous posez pas de questions. Et ça permettra de vous protéger et de protéger les vôtres dans la cour commune. Justement, docteur, parlons du dépistage. Il y a des personnes qui ont peur. Moi, je connais une personne qui était malade, qui avait quelques symptômes. Donc, je dis à la personne, mais va à l'hôpital, va faire ton test. Ah non, j'ai peur, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas à l'hôpital tant que ce n'est pas vraiment grave. Alors, on a beau expliquer aux gens que plus vous attendez et plus ça va être chaud. Cet esprit-là n'est pas bon du tout. Parce que c'est à cause de ça qu'on a eu tout d'un coup, on était à 6 décès, 9 décès. Ce sont ces personnes qui partent à la dernière minute, qu'il est difficile de rattraper. Et je viens de voir un reportage sur la Côte d'Ivoire, comment les médecins traitaient leurs patients. Les lits de cas graves sont vides. Il n'y a personne. Il y avait un malade de cas grave et il est sorti, après c'est resté vide. Donc, vous pouvez très bien, si les symptômes sont légers, vous faire confiner ou à domicile ou à l'hôpital. Mais attendez, les médecins, ils sont quand même professionnels. Ils ne vont pas aller mélanger celui qui est positif avec celui qui est négatif. Réfléchissez un peu, c'est une psychose qui n'a pas lieu d'être. Alors que si, pour toute maladie, n'importe quel symptôme que vous avez, allez chez le médecin. Appelez le 101. Appelez le 143. Parce que si vous attendez la toux, ce n'est pas sûr que vous ayez la toux. Si vous attendez la fièvre, ce n'est pas tout. Il y en a qui ont juste des courbatures ou des maux de tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous avez des soins gratuits mis à disposition. Un budget a été mis en disposition pour soigner les Ivoiriens et vous n'y allez pas. Moi, je comprends. Vraiment, je ne comprends pas. Peut-être que si on avait mis ça à 100 000, peut-être que les gens allaient y aller. Peut-être que le gouvernement a mal fait. Mais non. Je pense qu'en mathématiques, on appelait ça raisonnement par l'absurde. C'est comme ça que c'est 10 ans en mathématiques.
C'est sympathique. Oui, c'est ce que... Allez, mon cher policier Gaëtan. Alors Jean-Michel et docteur, il y a des questions auxquelles on a déjà répondu sur le plateau, mais des gens voudraient toujours en savoir davantage. Et c'est le cas de Romaric Ivan Conan, qui dit: on nous a dit qu'une personne qui a été guérie du Covid-19 ne pourra plus être contaminée parce que son système immunitaire va développer des anticorps. Mais on a récemment été informé qu'une personne guérie peut être encore contaminée. Qu'en est-il réellement? Alors, on va reprendre, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, c'est difficile de comprendre. On a dit qu'une personne guérie, ça peut être soit que les anticorps ont fait leur travail, il a développé des anticorps, soit que ce fameux virus s'est endormi. Déjà, on attend 15 jours avant de déclarer qu'il est positif. Mais Monsieur Corona, on ne le connaît pas. Donc, il y a des cas exceptionnels où vous pouvez être recontaminé. Et c'est pour ça qu'on demande à tout le monde de respecter les mesures. Parce que vous allez dire, bon, j'ai déjà été coro-positif, donc je ne peux plus te contaminer. Non, on ne connaît pas, Monsieur Corona. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand la panique sera passée et que les scientifiques pourront approfondir leurs recherches, on en saura un peu plus. Je vois énormément de questions sur Internet, mais on ne peut pas répondre parce que la maladie n'est apparue qu'il y a 3 mois, 4 mois. Donc, c'est maintenant que les recherches sont en cours. D'accord. C'est compliqué parce que vous voyez, des fois, l'OMS dit on ne peut pas valider et après ils reviennent dessus qu'ils valident parce qu'eux-mêmes, ils ont mené leur propre enquête. On ne savait pas que Corona se réveillait, par exemple. D'accord. Alors, nous avons parlé tout à l'heure des personnes qui ne présentent pas de signes. On a encore une question de quelqu'un qui voudrait savoir si ces personnes-là peuvent contaminer d'autres personnes. C'est la question de Adam Assi Wilfried. Ces personnes, quelles personnes? Ces personnes qui ne présentent pas de signes, mais qui font la maladie. Oui, c'est ce qu'on a découvert. Et c'est pour ça que je reviens encore sur le masque et les mesures de distance. Quand on est positif, les signes ne se déclarent pas avant 4 à 7 jours. Donc pendant 4 à 7 jours, vous êtes là sans aucun signe, rien. Au bout de 7 jours, vous commencez à avoir des douleurs. Ou la toux, ou la fièvre, ou les 3. Là, vous savez que il faut que j'aille au centre de dépistage. Mais allez-y, parce que vraiment, les efforts ont été faits, ils sont ultra modernes. Et n'ayez pas peur, on ne va jamais vous mélanger, vous croiser. Vous êtes avec votre masque, vous vous êtes lavé les mains. Vous comprenez ce que je veux dire? Docteur, il semble que les cas de contamination chez les enfants sont assez rares tout de même. Pas seulement dans notre pays, mais dans plusieurs pays du monde. À quoi cela est-il dû? Les cas des enfants sont assez rares, mais il y a quand même des enfants positifs. Oui. Et il y a une nouvelle maladie qui est sortie, la maladie de Kawasaki, qui est terrible. Ça vient de quel pays, ça, Kawasaki? Kawasaki, c'est une maladie allergique et tout ça qui atteint aussi les terminaisons nerveuses et tout ça. Je crois qu'on avait montré la photo la dernière fois. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont atteints de ça. Et les recherches sont en cours pour voir est-ce que ce sont les enfants porteurs sains qui ne développent pas la maladie comme les adultes qui développent la fameuse maladie de Kawasaki. Bon, là, ça peut inquiéter quelques parents à la maison. Quels sont les symptômes pour reconnaître qu'un enfant a atteint de les symptômes il y a atteinte des terminaisons nerveuses. Ça voudrait dire quoi, que l'enfant a une tremblote au niveau des bouts de doigts qui enflent, un afflux de sang là-bas. Ils ont des pustules, des boutons sur le corps. Enfin, c'est comme une très forte réaction allergique. OK. Et c'est une maladie qui n'est pas très connue, qui est très rare. Et là, je crois que la semaine dernière, je n'ai pas vu les chiffres pour cette semaine,
Je regarderai si vous voulez pour vous demain. La semaine dernière, il y avait déjà 25 cas en France et tout autant aux États-Unis, si ce n'est plus. Elle est contagieuse, cette maladie? C'est en recherche. D'accord. Parce qu'il y a des enfants qui sont frères et sœurs et il y en a un qui l'a et l'autre ne l'a pas. Donc, est-ce que c'est la réaction du corps pour lutter contre le coronavirus qui a provoqué la maladie de Kawasaki? Je pense que comme ça, on l'a appris la semaine dernière, d'ici une semaine, on en saura plus parce que les chercheurs internationaux sont en train d'y travailler. C'est une maladie rare. D'accord. Qui n'était pas Kawasaki. Avant, c'était les motos et tout ça. D'où la question de l'origine. OK. Alors, ça va être la dernière question pour conclure avec vous. Vous pensez qu'on pourrait en Côte d'Ivoire parler déconfinement à partir de quand? Enfin, je ne sais pas s'il faut dire déconfinement, mais renvoyer les enfants à l'école. Voilà, renvoyer les enfants à l'école à partir de quand? Si la courbe, au lieu de monter, amorcer ne serait-ce qu'une descente, peut-être qu'on pourrait parler déconfinement. Donc, quand la population va respecter les mesures, peut-être une semaine ou deux, il ne faut pas grand-chose. Hein. Une semaine, 2 semaines, vous faites descendre la courbe. Mais si on continue à voir ce qu'on voit, c'est compliqué. Donc là, tout le monde demande, c'est une question que je vois fréquemment, le pic. Quand est-ce qu'on va atteindre le pic? On va atteindre le pic quand la courbe va commencer à descendre, quand il y aura de moins en moins de cas. Donc, allez vous faire dépister, respectez les mesures. Le pic va descendre et tout le monde va applaudir. Merci beaucoup, Dr Linda Kaboré, docteur en pharmacie, toujours avec nous pour répondre à vos questions liées au Covid-19. Merci aussi à Jessica Bamba, à Alexandre Branger, Paulus Agathon, Dr Philo, à toutes nos équipes techniques. Nous vous souhaitons une très très belle semaine en notre compagnie sur RTI1. On reviendra demain avec beaucoup de plaisir, de bonheur. Voilà. Allez, journée très généreuse à tous et à toutes. Merci beaucoup.